S'il vous plaît. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, pour information, on va vous envoyer un feedback form à 10 heures. Voilà, je vous remercie de bien vouloir le remplir, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet de nous améliorer de webinaire en webinaire. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez avoir accès au PowerPoint à la fin de la présentation. Donc cette présentation, elle va durer environ 1 heure, avec ensuite environ une demi-heure de questions où vous pourrez prendre à ce moment-là la parole si vous le souhaitez. Justement, concernant les questions, nous sommes 2 à assurer le chat ce matin, donc Nicolas de Beaucoudray et moi-même, Fanny Bastien. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra avec plaisir. Le but, c'est vraiment que nous puissions interagir tous ensemble. À la fin de chaque partie, on a prévu de reprendre une question qui a été posée dans le chat pour la détailler à l'oral. Donc ça, c'est justement Aurélie Caldi qui est également présente ce matin, qui remontera ces questions pour qu'on puisse y répondre tous ensemble à l'oral. Parfait. Concernant les 2 animateurs de ce matin, je vous présente tout d'abord Camille Giroudon, qui travaille chez Culture Patrimoine depuis plus de 5 ans. Voilà, personne très dynamique et grande joueuse de basketball. Bonjour. Ainsi que Quentin Viala, qui a rejoint Culture Patrimoine il y a bientôt 4 ans. Et pour un petit trait plus personnel, Quentin nous vient tout droit du sud, vous allez l'entendre très rapidement. Bonjour. Quelques mots sur Culture Patrimoine avant de commencer. Donc Culture Patrimoine, on a un cabinet de family office. On aime bien cette image de Sherpa patrimonial dans l'Himalaya, puisque notre but, en fait, notre objectif, c'est d'être l'interlocuteur de référence, votre guide sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. Donc, nous faisons cela avec une technicité reconnue, une expérience, on existe depuis plus de 15 ans, et une fiabilité également dans le temps, sur le long terme. 4 questions qu'on pourrait se poser sur Culture Patrimoine. Donc, notre métier, mais en fait, c'est offrir des services patrimoniaux de conseil avec ensuite une phase de mise en œuvre et également un accompagnement dans le temps. Notre objectif, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur toutes ces problématiques. Pour qui? C'est pour toutes les personnes qui se posent des questions, que ce soit des questions sur la transmission, l'optimisation, la retraite ou encore la dépendance comme ce matin. C'est assez large. À partir du moment où une personne se pose voilà, ce genre de questions, ces questions sur ces sujets, on pourra vous accompagner. Et comment? Comme je vous ai dit, avec technicité, expérience et fiabilité. Voilà. Je laisse la parole à Camille et Quentin. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Fanny. Bonjour à tous, merci Fanny. Donc nous allons maintenant commencer la présentation sur la dépendance. Nous allons commencer avec une introduction dans laquelle on reprendra la to-do dépendance. Donc qu'est-ce qu'il est nécessaire de préparer et d'avoir en tête avant de s'attaquer à ces sujets de dépendance. Ensuite, nous traiterons un plan en 3 parties. Le premier, c'est les mesures courantes. Donc, quelles sont les mesures que mettre en place lorsque la dépendance est déjà déclarée. Dans une seconde partie, on verra les mesures pour anticiper cette dépendance. Et dans une troisième partie, on zoomera sur les mesures pour anticiper cette dépendance dans le cadre du chef d'entreprise. Tout au long de la présentation, nous allons être accompagnés de Madame Grappin qui va nous permettre effectivement d'accompagner, d'illustrer tous les outils que nous allons vous présenter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des points ou des interrogations tout au long de la présentation. Tout d'abord, on voulait commencer par définir la dépendance afin qu'on ait tous cette même définition et cette même base de réflexion. Donc, pour cela, on s'est basé sur la définition du Code civil, donc la définition légale. Donc, la dépendance, une personne dépendante, c'est toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération soit physique, soit mentale qui l'empêche d'exprimer sa volonté. Donc, une fois qu'on est d'accord sur cette définition, on va pouvoir enchaîner sur la présentation et sur la to-do dépendance. Oui. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait important déjà de savoir par quoi est-ce qu'on commence. Et effectivement, aujourd'hui, il y a 3 questions qui nous viennent tout de suite en tête. Déjà, la première question à se poser, c'est déjà, est-ce que vous avez des volontés spécifiques? Par exemple, prenons l'exemple de Madame Grappin. Madame Grappin souhaite demain, lorsqu'elle aura une perte d'autonomie, habiter dans sa résidence en Bretagne.
Deuxième question, est-ce que j'ai un patrimoine à préserver dans le temps, c'est-à-dire un bien de famille qui a été transmis de génération en génération et dont vous souhaitez avoir une gestion durable dans le temps par un professionnel, par exemple? Troisième question, est-ce que déjà vous avez le temps, l'envie et la compétence, je dirais, de mettre en place de tels dispositifs qu'on va vous exposer par la suite? Ensuite, vous avez les indispensables. Avant de vous lancer dans le sujet dépendance, il faut déjà que vous ayez en tête un état des lieux de votre patrimoine. Ça va passer par la valorisation de vos biens immobiliers, la valorisation de votre entreprise, si aujourd'hui vous en avez une, ou encore la valorisation de vos placements financiers. Ensuite, vous avez un deuxième indispensable qui est le tiers de confiance. Vous allez le voir tout au cours de la présentation, c'est vraiment le fil rouge de la présentation. Aujourd'hui, pour mettre en place tous ces outils, il va vous falloir un tiers de confiance. Ça va pouvoir être soit un professionnel, soit quelqu'un de votre entourage, selon les mesures que vous allez choisir. Yes. Donc ça, c'est vraiment le fil rouge de toute la présentation. C'est vraiment ce tiers de confiance qui aura un rôle à jouer tout le long. Donc maintenant, on voulait prendre un peu de recul sur pourquoi on traite aujourd'hui ce sujet de la dépendance. Parce que l'on pense vraiment que ça va être quelque chose qui va être incontournable dans les prochaines années, prochaines décennies. Déjà, vu la population qui vieillit suite au baby boom, on voit qu'il y aura 3,2 fois plus de personnes de plus de 85 ans en 2050 qu'il y en avait en 2017. Et l'autre statistique qui nous a marqué et qui nous a dit que c'était vraiment quelque chose qui était important, c'est ce chiffre de 40% des personnes qui décèdent en France ont connu une perte d'autonomie. Pour le transposer sur les personnes de cette assemblée, cela signifie que 40% d'entre nous connaîtront la dépendance avant leur décès. Donc, avec cette évolution du nombre de personnes sous tutelle, donc sous dépendance, on voit qu'il y a des administrations publiques qui ne suivent pas et qui sont débordées. Et donc, on va également voir des moyens de contourner ce service de tutelle qui est débordé afin de donner plus de flexibilité. Donc, d'où la question se posait, quels outils pour préparer cette dépendance? Effectivement, merci Quentin. On voit que le droit, je dirais, s'adapte progressivement, d'accord? Donc, on voit déjà qu'en 2017, on a une réforme sur la fiducie qui va permettre, je dirais, une adaptation aux personnes physiques. Donc, déjà, premier point. On voit aussi qu'on peut mettre en place un mandat à effet posthume. Donc, mandat à effet posthume qui peut être très utile lorsque vous avez une entreprise. On va le voir dans la présentation. On voit également qu'en 2015, on a la création de l'habilitation familiale, qui est quand même, je dirais, une mini-révolution quand même dans ce domaine de la dépendance. On va vous le présenter après. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'effectivement, vous avez un large panel d'outils qui sont à votre disposition, mais aujourd'hui, ils sont quand même assez peu connus et peu utilisés. Donc, il faut absolument faire attention, je dirais, à la mise en pratique de tous ces outils. Donc, nous allons pouvoir maintenant rentrer dans la première partie qui a pour but de quels sont les mécanismes que je peux mettre en place une fois que la dépendance est décrétée. Donc, elles sont de l'ordre de 4. Il y a la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et l'habilitation familiale, qui est la dernière qui a été introduite en 2015. Donc, nous sommes dans une situation où Madame Grappen n'a rien prévu. Donc, en prérequis, on voulait faire un rappel des actes, de la différence des actes légaux qui ont un pouvoir assez hiérarchisé, qui vont de l'acte conservatoire, qui est l'acte le plus mineur, ça va être celui de sauvegarder un patrimoine, de conserver un bien, en passant par l'acte d'administration, qui est celui de gérer le patrimoine. Par exemple, ça va être conclure un bail d'habitation, donc mettre en location un bien. Et enfin, l'acte de disposition, qui est l'acte le plus grave, vu qu'il va pouvoir aller jusqu'à faire perdre de la valeur au patrimoine de la personne, on va pouvoir avoir une dépréciation. Ça va être par exemple la vente d'un immeuble. Donc, il faut bien que ces trois catégories d'actes soient assez claires parce que le droit se base dessus sur l'ensemble des mécanismes qui peuvent être mis en place. Donc voilà, conservatoire pour préserver le patrimoine, le moins grave, gérer et administrer, et enfin disposer, donc pouvoir vendre un bien ou jouer sur la valeur d'un patrimoine.
Donc, Effectivement, qu'est-ce qui est commun? oui, pardon, Quentin. On a essayé de vous résumer ça de manière assez concentrée. Donc, finalement, la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et l'habilitation familiale, qu'est-ce qui leur est commun? C'est qu'aujourd'hui, dans un premier temps, bah, finalement, on a une perte d'autonomie qui est médicalement constatée, d'accord? Donc, vous avez une liste de médecins pour lequel vous pouvez faire constater justement une perte d'autonomie. Donc, prenons l'exemple de Madame Grappin. Madame Grappin, son fils s'aperçoit qu'elle devient dépendante, et bien effectivement, Madame Grappin doit accepter effectivement de se rendre chez le médecin pour effectivement que cette perte d'autonomie soit constatée. Aujourd'hui, vous avez un besoin qui dépasse le droit donné par la représentation. Je m'explique, c'est un point assez important puisqu'aujourd'hui, Madame Grappin, prenons cet exemple-là, est mariée à Monsieur Grappin, d'accord? Et donc finalement, si demain Madame Grappin est en perte d'autonomie, Monsieur Grappin va avoir le pouvoir de la représenter dans les actes de la vie courante et aura également procuration sur les comptes, si une procuration a été faite dans les établissements bancaires. Mais on va voir qu'il faut aller vraiment au-delà de cette représentation, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Toujours dans l'exemple de Madame Grappin, si Madame Grappin est en perte d'autonomie et qu'elle a des biens propres, par exemple issus de donations ou de succession de ses parents, eh ben, Monsieur Grappin n'aura pas la main pour gérer ses biens propres. Donc, c'est très important finalement de mettre en place les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a une mise en place qui est quand même qui est instaurée par un juge, d'accord? Donc, effectivement, on passe par le juge sur ces mesures-là. Et ça va faire, qu'est-ce que cela engendre? C'est le dépôt d'un CERFA, d'accord? Donc là, un CERFA, qu'est-ce que c'est? C'est un document officiel mis à votre disposition sur le site du service public. Et vous allez avoir besoin d'un certificat médical, comme je le disais tout à l'heure, qui va constater cette perte d'autonomie, d'accord? Et le coût de ce certificat médical, c'est 160 €. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant sur ce qui est commun aux mesures courantes. Merci Camille. Donc maintenant qu'on a vu ce qui était commun à l'ensemble de ces mesures, on va voir en quoi elles se distinguent, donc laquelle est plus adaptée à la situation de la personne dépendante. Donc il voit qu'il y a une hiérarchie dans ces mesures qui vont de la sauvegarde de justice, qui est la mesure la plus légère, jusqu'à la curatelle et la tutelle. L'habilitation familiale, ça va être quelque chose qui va être traité à part, vu qu'elle va pouvoir s'adapter à l'ensemble des mesures précédentes, mais d'une autre manière. On y reviendra juste après. Donc la sauvegarde de justice, c'est le mécanisme le moins important, vu qu'il va durer qu'un an. Et pourquoi il va durer qu'un an? C'est parce qu'en fait, soit il est dû à un besoin temporaire, donc on va pouvoir mettre en place une sauvegarde de justice pour une personne qui a une dépendance temporaire, par exemple suite à un burn-out, où la personne, on va vouloir la protéger pendant l'année qui suit parce qu'elle a pris des décisions assez compliquées, ou la sauvegarde de justice va pouvoir être utilisée par le juge des tutelles en attendant la mise en place de la curatelle et de la tutelle, parce qu'il faut savoir que le juge a une durée d'1 an pour décider de mettre en place une curatelle et une tutelle. Donc, c'est une procédure qui est assez lourde. Il va interroger l'entourage, il va faire son enquête. Donc, en attendant, pour protéger la personne dépendante, on va pouvoir mettre en place une sauvegarde de justice. Donc, la sauvegarde de justice, elle va permettre à la personne dépendante de passer tous les actes possibles, donc les actes de vie courante, conservatoire, d'administration et de disposition. Mais la personne qui a le mandat de sauvegarde pourra, lorsque l'action qui a été menée par la personne qui est protégée peut être nuisible à sa situation, elle peut être préjudiciable, alors on pourra la faire annuler ou réduire. Donc c'est plus une méthode qui est un mécanisme qui est rétroactif. Ensuite, il y a la curatelle, donc qui elle, on va dire, c'est quelque chose, c'est une mesure d'accompagnement. On va faire avec la personne. La personne sous curatelle pourra passer les actes conservatoires, les actes d'administration, mais pour les actes graves, les actes de disposition, il faudra l'accord du curateur qui posera sa signature à côté de celle qui est dépendante. Et dans les situations un peu plus complexes où la personne est plus dépendante que pour une curatelle normale, mais qui n'est pas encore possible de la mettre sous tutelle parce que ce n'est pas encore son besoin, il y a la curatelle renforcée où le curateur va recevoir l'ensemble des revenus de la personne sous curatelle, va traiter les charges courantes, et donc elle va payer l'ensemble des charges et restituera le reste à la personne sous curatelle.
Ensuite, il y a la tutelle, où là, on ne fait plus avec, mais on va faire à la place de. Donc, la personne, le tuteur, va pouvoir passer tous les actes de vie, les actes conservatoires et les actes d'administration. Pour les actes les plus graves, il aura besoin de l'accord du juge. Donc, c'est là qu'on voit qu'avec un service des tutelles qui est débordé, on peut passer beaucoup de temps avant d'avoir l'accord du juge pour passer un acte de disposition. Donc, par exemple, une vente d'un bien, ce qui peut être assez préjudiciable. Et dans les situations complexes, par exemple, lorsque le patrimoine est vaste, on va pouvoir mettre en place un conseil de famille qui sera un groupe de 4 à 6 personnes de la famille proche de la personne dépendante, qui sera présidé par le juge, et donc qui permettra de faire ce conseil qui votera la mise en place d'actes de disposition. Donc, il faut avoir en tête que lorsqu'on dépose le CERFA, on va décider si on veut une des 3 mesures, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou une habilitation. On va cocher la case qui donne la mesure que l'on pense la plus adéquate pour la personne dépendante, mais c'est le juge qui va à la fin décider si la personne a besoin d'une curatelle ou d'une tutelle. Parce qu'il faut à tout prix que la mesure soit proportionnée et individualisée vraiment aux facultés de la personne dépendante. Ensuite, il y a l'habitation familiale, donc, qui a été créée en 2015. L'habitation familiale, c'est une mesure qui peut être tout aussi protectrice que la tutelle, mais elle va être beaucoup plus souple. On va zoomer dessus. L'habilitation familiale, elle a été créée en 2015 suite à l'engorgement du service de tutelle. Donc, ça va être une mesure qui va être sur une durée plus longue, qui va être de 10 ans renouvelable contre 5 pour la curatelle et la tutelle. Et en fait, la grosse différence, elle va être que le juge n'intervient que pour mettre en place la mesure. Donc ensuite, la personne qui a le mandat va pouvoir passer des actes même de disposition sans l'accord du juge. Les seuls actes où on aura besoin de l'accord, c'est vraiment les donations. Parce que là, c'est vraiment un acte très grave parce qu'il n'y a pas de contrepartie à l'acte de disposition. Et donc, le mandataire, c'est forcément une personne qui est dans le cercle proche de la personne dépendante. Ça va être un frère, une sœur, un partenaire ou un parent ou un enfant. Et il faudra bien que cette personne passe tous les actes au profit de la personne dépendante et dans son sens. Il faut savoir qu'il va falloir que tous les membres de la famille soient d'accord pour mettre en place cette mesure pour que celle-ci soit mise en place. Et il faudra que l'ensemble des membres de la famille soient d'accord pour la personne qui aura le mandat. Donc, il y a vraiment un contrôle qui se fait au niveau de la famille et plus au niveau du juge. Et donc, cette habilitation, on pourra demander à ce qu'elle soit plus comme de la curatelle, donc que ce soit une mesure d'accompagnement, mais on pourra également demander à ce que ce soit une mesure plus comme la tutelle, où on pourra passer l'ensemble des actes. Donc, c'est la possibilité générale où le mandataire pourra passer l'ensemble des catégories d'actes. Donc, on voit que cette habilitation familiale, elle a vraiment un grand intérêt afin de, quand on est dans une situation familiale assez stable, d'avoir une liberté d'action qui est quand même beaucoup plus élevée, beaucoup plus grande. Donc, j'espère que l'on a été clair sur cette partie. On a fait le point sur l'ensemble des mesures que l'on voulait vous présenter sur quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place lorsque la dépendance est déjà décrétée. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat qui méritent d'être relevées. Oui. Aurélie, peut-être qu'il y a eu des questions. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le chat. Si tu veux la reprendre, peut-être que ça… Ouais, il y avait une question sur quelle catégorie de médecins pouvait donner effectivement le certificat pour qualifier le côté dépendant. Donc, effectivement, il y a une liste qui est établie de médecins habilités. Voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'activités pour le moment sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que ça va venir au fil de l'eau de la présentation. Je pense qu'on pourrait ici, j'allais dire, accentuer le point qu'on a tous conscience, même si on le dit assez froidement, que finalement, tous ces sujets de dépendance, c'est toujours des sujets qui sont assez compliqués, qui sont émotionnellement durs. D'accord ? D'où finalement la question de se dire qu'il faut anticiper. Absolument. Super transition. Merci Aurélie. Et effectivement, les questions qu'on va se poser là dans cette seconde partie, c'est finalement quels outils je peux mettre en place à disposition, par exemple, pour mes parents qui ne sont pas encore dépendants, mais qui vont peut-être l'être prochainement. Ou alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'ores et déjà en place
pour sécuriser votre période, je dirais, de grand âge. Donc, on a souhaité vous présenter 3 mesures pour anticiper. Donc, il y a le mandat de protection future, la fiducie-gestion et une utilisation assez alternative du contrat d'assurance vie et assez complexe que l'on souhaitait également vous présenter. Donc, je vais donner la main à Camille pour le mandat de protection future. Oui, merci Quentin. Je te laisse dérouler. Donc, le mandat de protection future, effectivement, première mesure. Donc, déjà, commençons par la définition. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat où vous avez un mandant, d'accord, donc qui va désigner quelqu'un de confiance. Donc là, on retrouve bien notre tiers de confiance qui va être dans un cadre délimité sur des actes précis, que ce soit sur votre cadre de vie ou sur le patrimoine immobilier ou financier. Qui peut faire ce mandat de protection future? Tout le monde. Quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce mandat de protection future? Là, du coup, on retrouve notre définition. Ça va être les actes d'administration et actes conservatoires. Donc, ce sont les actes les moins graves. Si vous voulez aller plus loin, il faudra passer devant le notaire, par exemple pour la vente d'un bien. Point important, la responsabilité du mandataire, donc c'est-à-dire le mandataire, le tiers de confiance, d'accord, va devoir rendre des comptes finalement chaque année aux héritiers, d'accord. Donc effectivement, comme vous l'aurez compris, le mandataire que vous désignez peut être quelqu'un d'autre que vos héritiers. C'est quand même une très grande avancée, ce mandat de protection future, parce qu'il va vous permettre d'appréhender, je dirais, votre grand âge avec sérénité et, je dirais, de désigner un tiers de confiance en amont de votre dépendance. Et finalement, ça va se substituer à la curatelle, à la tutelle, c'est-à-dire à toutes les mesures qui sont mises déjà lorsque vous êtes déjà en état de dépendance. Et donc ça vous évite une lenteur administrative assez importante. Et finalement, ce mandat de protection future, en pratique, comment est-ce qu'il s'applique? Donc déjà, point important qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce mandat, il va porter sur l'humain et sur le patrimoine. Donc, vous pouvez très bien désigner un tiers de confiance pour gérer l'humain. Donc, quand je dis l'humain, c'est-à-dire votre cadre de vie. D'accord? Je vais rentrer dans le détail après sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, vous pouvez désigner un deuxième tiers de confiance qui va gérer votre patrimoine. D'accord? Ça peut être des personnes séparées. Hein. Finalement, comment ça se met en place? Donc, vous avez 2 options. La première option, c'est un acte sous seing privé. Donc là, je dirais c'est la méthode simple. Donc, vous téléchargez un CERFA sur le site du service public. Donc là, évidemment, nous, on peut vous accompagner pour délimiter ces mesures-là. Ou la deuxième option, c'est de se dire, finalement, je veux aller plus loin. Donc, pour faire écho au slide d'avant, je veux aller plus loin. Par exemple, la vente d'un bien locatif, je veux que ça puisse être réalisé si besoin. Et là, on va devoir passer devant le notaire. Donc, j'espère que c'est clair. Combien ça coûte? Donc, combien ça coûte? Si vous êtes dans la première option, où vous êtes sous acte sous seing privé, pardon, c'est environ 150 €, 160 €. Si c'est devant le notaire, le coût est entre 300 € et 1 500 €. Par exemple, si vous avez une entreprise sur laquelle vous mettez un mandat de protection future, on sera plus de l'ordre de 1 500 €. Ça dépend un peu du patrimoine que vous allez mettre à l'intérieur de ce mandat. Et finalement, quand? Donc là, ça c'est important, on refait un petit peu un retour en arrière. Quand est-ce que le mandat se met en place? Finalement, quand la perte d'autonomie est constatée médicalement. Donc là, c'est vraiment lorsque c'est médicalement constaté. Donc là, pour avoir un petit peu plus de concret et un peu plus de concret et un peu plus de visibilité, le mandat va pouvoir porter sur vos loisirs, sur votre lieu de résidence. Par exemple, Madame Grappin, elle veut aller dans sa résidence de Bretagne lorsqu'elle sera un peu plus dépendante. Finalement, ça, elle peut l'écrire dans son mandat de protection future. Ça peut porter sur une maison de famille, ça peut porter sur un portefeuille de valeurs mobilières ou encore sur un bien qui a une valeur sentimentale ou financière, par exemple une œuvre d'art ou autre. Voilà.
Merci Camille. On est sur des sujets qui sont assez complexes. Nous invitons vraiment à poser vos questions sur le chat. On va maintenant passer à une autre mesure qui est celle de la fiducie gestion, donc qui se distingue assez fortement de la mesure précédente de mandat de protection future dans le fait qu'on ne va pas décider qu'une personne va gérer l'ensemble d'un bien, on va plus désigner un patrimoine à gérer. Mais on reste sur le même fil rouge de conduite de la confiance, parce qu'il faut savoir que fiducie, ça vient du latin fiducia qui signifie la confiance. Donc, qu'est-ce que la fiducie? La fiducie, c'est un contrat qui a entre trois parties, donc un constituant, un fiduciaire et un bénéficiaire. Il se trouve que dans la pratique, le bénéficiaire et le constituant sont souvent la même personne. Donc, le constituant va mettre un bien ou plusieurs biens, il va les apporter à un patrimoine d'affectation qui sera le patrimoine qui sera géré par le fiduciaire. Et le fiduciaire, il va gérer ses biens au profit et dans l'intérêt du bénéficiaire. Donc, il y a un contrat qui est mis en place et dans ce contrat, on va un peu mettre le cahier des charges de la fiducie. Donc, quel est l'objet de cette fiducie? Quel est son intérêt? Est-ce que si je mets un contrat d'assurance de cette fiducie, est-ce que je veux que la gestion soit plutôt dynamique? Est-ce que je veux qu'elle soit plutôt défensive? Donc, on va pouvoir mettre tout ce cahier des charges. Le fiduciaire, il faut savoir que c'est nécessairement un professionnel. Donc, ça se distingue pas mal du mandat de protection future où ça pouvait être n'importe qui. Là, ce sera nécessairement un professionnel. On rentrera dans le détail après. Donc, pour vous donner un exemple de l'intérêt de la fiducie gestion, donc Madame Grappin, elle peut avoir un immeuble à Paris et elle n'a plus du tout envie de le gérer parce qu'elle a 80 ans et elle commence elle n'a plus envie de le gérer en fait. Elle va le mettre dans une fiducie. Donc, le fiduciaire va gérer ce bien, et donc il va gérer ce bien au profit de Madame Grappin. Il va lui reverser que les revenus. Donc là, vous pouvez vous poser la question, ok, c'est super cette fiducie, mais qu'est-ce que ça change par rapport à donner un mandat de gestion à une agence locative? En fait, le bien, l'agence, elle sera toujours obligée de vous demander votre accord pour passer des actes de réparation, s'il faut changer le chauffage, par exemple, ou lorsqu'il y a un nouveau locataire à mis en place, c'est un acte qu'elle ne peut pas décider toute seule, alors que dans le cadre de la fiducie, le fiduciaire aura dans son patrimoine en fait ce bien et donc il n'aura besoin de l'accord à aucun moment du constituant pour mettre en place, pour faire tous ces types d'actes. Et donc, c'est vraiment une tranquillité d'esprit pour le constituant. Donc, bien sûr, il devra respecter le cahier des charges qui est donné, mais donc, il n'y aura pas besoin de cette validation. Merci Quentin. Effectivement, pour reprendre le schéma de Quentin, et vous l'aurez compris, qui est-ce qui est concerné par cette fiducie gestion finalement? C'est une personne qui a envie de, je dirais, de mettre de faire gérer justement un patrimoine. Et donc cette personne c'est une personne qui a plus envie de s'occuper de son patrimoine, ou alors qui peut souhaiter une gouvernance familiale et professionnelle sur un bien précis ou un ensemble de biens. Finalement, quel fiduciaire? Donc là, effectivement, là, c'est vraiment, il y a vraiment une différence par rapport au mandat de protection future. Ici, le fiduciaire est un professionnel, c'est-à-dire c'est un avocat, c'est une société de gestion, c'est un établissement de crédit ou un assureur. Effectivement, ici, ça ne peut pas être quelqu'un de votre entourage. Quel tiers protecteur, Culture Patrimoine peut accompagner le constituant, donc c'est-à-dire la personne qui fait le contrat de fiducie, et peut également accompagner le fiduciaire dans les prises de décision. Donc c'est ici que nous positionnons pour vous accompagner. Finalement, combien ça coûte de mettre en place ce contrat de fiducie? Ça va varier en fonction effectivement du patrimoine que vous allez confier au fiduciaire. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est entre 10 000 et 25 000 euros par an. D'accord? Il y a un point important que vous devez quand même avoir en tête lors de cette présentation, c'est que finalement, la fiducie va vous permettre une gestion, mais elle ne va pas vous permettre une transmission. D'accord? C'est là où elle se différencie, la fiducie en France, du trust, par exemple, anglo-saxon. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va maintenant vous présenter deux cas pratiques qui mettent en place, selon nous, où on montre l'intérêt de la mise en place de la fiducie de manière assez intelligente et assez pratique.
Donc, le premier cas pratique qu'on voulait vous montrer, c'est dans le cas où une personne a un enfant, donc un enfant majeur, mais qui est dépendant, par exemple, suite à un handicap, qui est lié à un handicap. Donc, pour protéger cet enfant, cet enfant dépendant, on va pouvoir faire une donation. Donc, toujours de mon immeuble à Paris, je peux donner mon immeuble à Paris à mon enfant, donc en pleine propriété, avec charge pour lui. Donc, ce sera une condition qui sera nécessaire pour que la donation ait bien lieu, de le mettre en fiducie. Donc, l'enfant va recevoir la pleine propriété du bien, il va être dans l'obligation de le mettre dans une fiducie. Et donc, ce fiduciaire va gérer de manière professionnelle le bien et va générer des revenus à la personne dépendante tout au long de sa vie. Et donc, ça permet aux parents d'avoir une tranquillité d'esprit en sachant que même une fois qu'ils seront décédés, il y aura cette source de revenus pour leur enfant dépendant. Donc, ça procure vraiment une tranquillité d'esprit et s'assurer qu'il y ait bien une gestion professionnelle sur le bien. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais essayer de la mettre sur une seconde, Oui. sur un second cas pratique. Merci Quentin. On reviendra après sur les différents cas lors des questions-réponses. Effectivement, seconde mise en pratique qui nous paraissait intéressante de vous démontrer. Donc, je vais prendre l'exemple de Madame Grappin pour pouvoir illustrer le cas. Madame Grappin a une résidence secondaire qu'elle souhaite partiellement occuper et partiellement louer. Si nous sommes dans le cas où elle n'a plus envie de s'en occuper, donc finalement, elle pourrait créer une SCI, mettre en gérant un de ses héritiers, par exemple son fils ou sa fille. Donc là déjà, premier point, il va y avoir une charge sur un des héritiers qui n'aura pas forcément l'envie ou la compétence de gérer ce bien-là. Deuxième point, le fait d'apporter Madame Grappin, le fait qu'elle apporte sa résidence secondaire à une SCI va finalement déclencher une fiscalité, la fiscalité sur la plus-value immobilière, s'il y a plus-value, évidemment. Troisième point, le fait d'apporter une résidence secondaire ou enfin un bien immobilier de manière générale à une structure, à une société, va générer des frais d'apport qui vont être environ de 5% du montant. Donc, vous voyez ici que la liste, je dirais, des inconvénients est assez grande. Et donc, finalement, là, on a opposé SCI et fiducie, parce que, par exemple, Madame Grappin, si elle prend l'option fiducie au lieu de prendre l'option SCI, donc Société civile immobilière, si elle réalise une fiducie, finalement, ça ne va pas être un de ses héritiers, ni son fils ni sa fille qui va gérer le bien. Ça va être le fiduciaire. Comme on l'a vu juste avant, c'est un professionnel qui aura l'habitude de s'occuper de ce type de bien. Donc déjà, vous enlevez la charge à vos héritiers. Deuxième point, vous n'allez pas avoir de fiscalité sur la plus-value immobilière, puisqu'aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'acte d'apport. D'accord, Madame Grappin ne va pas apporter le bien. Ça va simplement être un contrat de fiducie. Et en plus de ça, vous n'allez pas avoir les frais d'apport. En revanche, attention, petit bémol, quand même, vous allez toujours avoir ce coût de la fiducie à payer. Si demain, Madame Grappin faisait un contrat de fiducie. Ouais. Pour conclure, vous avez compris que dans la mise en place du contrat de fiducie, le bien sort du patrimoine du constituant pour aller dans le patrimoine du fiduciaire. C'est toujours la personne, le constituant, qui reste redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Si ça peut lever des doutes, il y a toujours cet impôt-là qui vous est dû. Donc, pour conclure sur ce montage, on voit que la fiducie, elle va permettre à la fois une gestion professionnelle et qui ne sera pas contraignante pour un membre de la famille et elle ne va pas générer de fiscalité, ça ne va pas engendrer de fiscalité. Donc, on a bien 2-0 pour la fiducie face à l'apport à une SCI, qui est le mécanisme que l'on aurait mis en place de manière quand même beaucoup plus simple et rapide. Donc, on a fait le tour sur la fiducie. On va maintenant vous présenter un mécanisme que l'on peut mettre en place sur un contrat d'assurance vie. Pour reprendre un peu la base, qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie? C'est un contrat d'assurance sur lequel on va mettre des fonds, on va investir des fonds et on va désigner le bénéficiaire des fonds à qui arriveront les fonds une fois que l'assuré, le souscripteur décédera. Donc, et ça, on va le mettre au biais d'une clause bénéficiaire. On va dire dans la clause bénéficiaire, je veux que
les fonds aillent à ma femme, à mes enfants. Et lorsqu'il y aura ce décès, la fiscalité successorale sera avantageuse. Donc là, je vais laisser quand même la main à Camille qui va zoomer sur cette clause bénéficiaire. Oui, merci Quentin. Effectivement, là, on est dans le cadre, donc là, on sort du cadre mandat, on sort du cadre fiducie. Là, on est sur le contrat d'assurance vie et là, on zoome particulièrement sur la clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, comme vous l'a dit Quentin, vous pouvez désigner n'importe qui, d'accord? Ici, on va s'intéresser à la clause bénéficiaire. Reprenons le cas de Madame Grappin. Madame Grappin est mariée donc à Monsieur Grappin. Ils ont 2 enfants en commun. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, monsieur et madame Grappin ont, je dirais, 70 ans. Ils ne sont pas encore en situation, je dirais, de dépendance, mais c'est un sujet qu'ils ont en tête. Ils ne veulent pas embêter, je dirais, leurs enfants aussi. Si demain, ils vont en résidence, en maison de retraite ou résidence senior, d'accord? Et ils vont avoir besoin de liquidité. Donc là, effectivement, avec ce mécanisme-là, juste avant de rentrer, je dirais, dans le cas pratique pur, je rappelle simplement le démembrement, et vous allez voir après dans le cas pratique comment ça s'utilise. Le démembrement de propriété, qu'est-ce que c'est déjà, juste pour rappel? Quel que soit le bien, un bien est composé de 2 droits. Un droit qu'on appelle l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user du bien et le droit d'en percevoir les fruits. Et vous avez le second droit qui est le droit de nue propriété, d'accord, qui est le fait d'être propriétaire. Je dirais, la beauté de ce système-là, c'est que la personne qui détient la nue propriété va finalement, à terme, donc lorsque l'usufruit va s'éteindre par le décès, parce que là, on est dans le cas d'un usufruit, je dirais, qui s'éteint par le décès, donc un usufruit viager en termes juridiques. Et donc, la beauté du système, c'est lorsque l'usufruit rejoint la nue propriété, d'accord, ça se fait sans taxation. Et donc, c'est ici, en fait, qu'on va user de ce mécanisme sur la clause bénéficiaire. Ma clause bénéficiaire, qu'est-ce que je vais faire très concrètement? Je vais la démembrer, d'accord? Donc, c'est-à-dire que Madame Grappin va souscrire un contrat d'assurance vie, d'accord? Elle va démembrer la clause bénéficiaire. Donc, qu'est-ce que c'est démembrer la clause bénéficiaire? C'est faire un courrier à l'assureur en spécifiant qu'elle veut démembrer la clause. Donc là, déjà, nous, Culture Patrimoine, on peut vous aider dans cette rédaction de clause. Et donc, finalement, comment ça se met en pratique? Eh bien, finalement, au décès de Madame Grappin, donc du coup, décède. Et donc, finalement, le contrat va se dénouer, donc c'est-à-dire qu'il va prendre fin. Les fonds vont aller en usufruit à Monsieur Grappin, d'accord? Et donc, Monsieur Grappin va pouvoir, je dirais, user des sommes comme il l'entend, et notamment payer, par exemple, sa résidence senior, assurer son cadre de vie, d'accord? Oui, son train de vie. Donc là, on va parler, je dirais, de quasi-usufruit parce que finalement, il va avoir un usufruit sur une somme d'argent, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Ça va permettre quand même de la flexibilité pour le conjoint survivant d'user des sommes. Et finalement, en contrepartie, et c'est là, je dirais aussi la beauté aussi de ce système de démembrement, c'est qu'en contrepartie, au décès de Monsieur Grappin, donc c'est-à-dire au second décès, hein, donc là, les 2 parents ne sont plus là, les enfants, finalement, vont disposer contre la succession donc, de Monsieur Grappin, d'accord, d'une créance du montant du contrat qui va réduire corrélativement les droits de succession dont les enfants vont devoir s'acquitter. Et donc finalement, pour résumer, pour faire un petit peu plus simple, aucun impôt ne sera acquitté par les enfants de monsieur et madame Grappin lors de cette seconde succession. Et donc finalement, grâce au démembrement de la clause bénéficiaire, on va avoir un même capital qui va pouvoir être transmis 2 fois en supportant une taxation réduite. J'espère que c'est clair, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin de précision. Merci Camille. On voulait ensuite vous montrer un autre cas concret qui permet de combiner donc l'assurance vie avec la fiducie et une société civile.
Donc, c'est un montage qui est assez complexe lorsque vous allez en entendre parler, mais qui au final est assez simple. Donc, en fait, on va avoir Monsieur Grappin qui va vouloir protéger Madame Grappin une fois qu'il sera décédé. Donc, il va vouloir s'assurer que Madame Grappin ait bien des fonds pour subvenir à ses besoins une fois qu'elle sera plus âgée et ou dépendante. Donc, il va pour cela ouvrir un contrat d'assurance vie, mais il ne va pas la désigner à elle, bénéficiaire. Il va désigner une société civile en bénéficiaire. Donc, cette société civile, elle aurait été créée à l'occasion. Donc, ce sera une coquille vide jusqu'au décès de M. Grappin. Et on pourra la démembrer pour en plus en optimiser fiscalement la succession. Donc, Mme Grappin pourra en avoir l'usufruit. Donc, elle pourra avoir les revenus de cette société civile et les enfants pourront en avoir la nue propriété. L'objet social de cette société, c'est la mise en fiducie des biens qu'elle reçoit. Donc, lorsque M. Grappin va décéder, les fonds vont aller à la société civile car elle est bénéficiaire de ces fonds et le gérant va apporter ces fonds en fiducie. Donc, un fiduciaire qui aurait été prédéterminé. Donc, dans le cas du contrat d'assurance vie, ce sera une société de gestion qui va gérer les fonds afin de procurer des revenus à Mme Grappin. Donc, les fonds seront gérés professionnellement et généreront des revenus à Mme Grappin. Et lorsque Mme Grappin décédera, la société civile ira aux enfants sans droit. Donc ça, qu'est-ce que ce montage a permis? Il a permis à M. Grappin surtout une tranquillité d'esprit. Il est sûr qu'à son décès, Mme Grappin aura des revenus et que les fonds qui sont sur le contrat d'assurance vie seront générés professionnellement. Donc lui a une tranquillité d'esprit. Mme Grappin, elle aura les revenus. Et en plus, on ajoute à cela une petite optimisation fiscale sur la transmission grâce au démembrement de la société civile. Donc, c'est un mécanisme qui est assez complexe. Et voilà, si vous avez des questions, on pourra les traiter en fin de webinaire. Oui, merci. Nous avons fait le point sur les mesures pour anticiper la dépendance. Donc, je ne sais pas si des questions ont été posées ou si. Pas mal de questions sur le chat. Merci à vous tous. Est-ce que, Quentin et Camille, vous pouvez reprendre de manière schématique le schéma qui opposerait SCI et fiducie? Okay, je pense peut-être reprendre un exemple, peut-être le dernier exemple, pour qu'on comprenne bien, parce que finalement, tout le monde est assez, j'allais dire, à l'habitude d'entendre parler de SCI et pas de fiducie. Et donc, réexpliquer quel est l'intérêt de la fiducie dans un schéma comme ça. Oui. Donc, effectivement, déjà, le premier point qu'il faut que vous reteniez dans ce schéma-là, donc l'avantage de mettre en fiducie et de ne pas mettre en SCI, pour faire très simple, c'est que vous confiez la gestion à un professionnel. Donc, finalement, vous déchargez tous les héritiers, je dirais, de la gestion d'un patrimoine qui peut être plus ou moins conséquent. Donc, déjà, premier avantage. Deuxième avantage, vous évitez, d'accord, la fiscalité sur la plus-value immobilière, parce que si vous mettez en fiducie, c'est simplement un simple contrat entre le constituant, c'est-à-dire la personne qui veut mettre en fiducie, qui a le patrimoine, et le fiduciaire, celui qui va le gérer, d'accord? Et troisième avantage pour la fiducie, c'est-à-dire aujourd'hui, vous n'allez pas avoir de droits de frais d'apport qui vont être quand même assez onéreux si vous êtes dans le cadre d'une SCI. Si on veut prendre… Pour résumer, oui, allez, vas-y. Je veux dire, pour résumer, ça permet deux choses. Ça permet d'avoir une gestion professionnelle sur le bien, parce que c'est fait par un professionnel. Donc, par exemple, un avocat, au lieu que ce soit géré par un héritier qui n'a pas forcément envie de le faire. Et le second point, c'est qu'il y a aussi un avantage fiscal, vu que ça ne génère pas d'imposition sur la plus-value immobilière. Donc, les deux avantages, ce sont ceux-là. Pour résumer. Est-ce qu'on a été clair? Oui, merci. Combien de temps ça dure un contrat de fiducie? On peut effectivement déterminer. C'est vraiment un contrat où on peut déterminer la durée de façon contractuelle. On met dans le contrat la fiducie, elle est pour 10 ans. Il peut y avoir aussi la fin du contrat de fiducie si le constituant désire arrêter la fiducie et qu'il a l'accord des bénéficiaires. Si les bénéficiaires également refusent l'objectif
de la fiducie, donc ils ne veulent plus avoir les revenus. Le contrat de fiducie s'éteint également. Et le dernier cas où la fiducie peut s'arrêter, c'est au décès du constituant. Oui, et effectivement, point, je dirais important, c'est que effectivement, le constituant, vous l'avez compris, c'est la personne qui a le patrimoine et qui souhaite mettre en gestion. Et donc effectivement, comme l'a dit Quentin dans la présentation, bah, le constituant finalement, c'est souvent le bénéficiaire parce qu'il fait gérer et donc du coup, il est sûr, je dirais, d'avoir des bons revenus parce que c'est assuré par un professionnel. Et on a vu juste un petit peu juste après, on a vu qu'on pouvait combiner ça avec une donation avec charge, avec une donation avec charge aux enfants. Ça veut dire que le constituant qui a le patrimoine peut combiner donation et mise en fiducie. Ça veut dire qu'à terme, dans l'exemple de Madame Grappin a une fille, d'accord? Et donc finalement, elle va réaliser une donation au profit de sa fille, d'accord, du bien en question. Mais cette donation va être assortie d'une charge de la mettre en fiducie. Et donc finalement, Madame Crapin, comme ça, elle est sûre qu'à terme, même si demain elle n'est plus là, que ce bien-là va continuer, va avoir une gestion, je dirais, durable et professionnelle. Je ne sais pas si c'est clair sur toutes les questions. Très clair. Il nous reste 10 minutes. Je propose qu'on passe à la dernière partie. Ensuite, s'il y a d'autres questions, on répondra à la fin de la présentation. Donc maintenant, vous pouvez zoomer sur les mesures pour anticiper dans le cadre du chef d'entreprise. Elles sont de deux ordres. En tout cas, dans celles qu'on voulait présenter, il y a les deux premières qui sont plus assurantielles. On va avoir besoin d'assurance. Donc, ce sera le Madeleine Prévoyance, l'assurance homme clé. Et une autre qui est également qui est plus un contrat et qui est un peu comme le mandat de protection future, mais version posthume. Donc, Oui. j'ai laissé Camille présenter le Madeleine Prévoyance. Oui, et après, on a volontairement, je dirais, zoomé là, sur ces trois mesures, mais effectivement, il en existe d'autres, hein. Je pense notamment aux chefs d'entreprise qui ont probablement entendu parler déjà de Pacte Dutreil. On l'a volontairement pas mis ici puisque c'est un côté, je dirais, assez long et donc il faudrait limite faire toute une présentation là-dessus. Donc, on l'a volontairement exclu, mais ce sont des choses qui sont possibles. Donc là, je reprends là sur le Madeleine Prévoyance. Et effectivement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est là, vous êtes chef d'entreprise et finalement, c'est votre entreprise qui va permettre de vous prémunir, je dirais, contre l'incapacité, l'invalidité ou, je dirais, même le décès, la maladie. D'accord? Et donc ça, cette indemnisation, elle va être faite sous quelle forme? Ça va être fait sous forme de rente ou de capital. Après, c'est selon, je dirais, les options que vous allez prendre. Et donc ça, effectivement, cette charge-là, donc ces cotisations-là vont être déductibles de votre résultat de l'entreprise, d'accord? Pour faire simple, vous avez différentes cotisations qui sont, je dirais, qui sont possibles. Vous avez les capitaux d'essai, là, je dirais les garanties contre l'incapacité, les garanties contre, je dirais, l'invalidité. Et vous pouvez aussi mettre des rentes pour le conjoint survivant ou une rente qu'on appelle rente éducation. C'est-à-dire demain, vous avez des enfants, vous voulez être sûr qu'ils puissent avoir, je dirais, des liquidités pour réaliser leurs études si demain il vous arrive quelque chose, invalidité ou décès. Et donc ça, nous, Culture Patrimoine, on peut vous accompagner là-dessus. Donc nous, comment est-ce qu'on fonctionne? Bah, effectivement, déjà, on fait un tour d'horizon sur le patrimoine pour être sûr qu'il n'y ait pas, je dirais, d'autres sujets. Et effectivement, on a besoin finalement de choses assez basiques, hein. C'est le nom, le prénom, l'âge, la situation maritale. Et effectivement, et là, nous, on a une réelle expertise, c'est je dirais, de calibrer le montant des garanties que vous souhaitez en fonction du montant des cotisations que vous allez faire. Donc, voilà. Et c'est hyper important ce que vient de dire Camille, parce que dans la pratique, nous, ce que l'on constate dans nos clients chefs d'entreprise, c'est que souvent ce type de contrats sont mis en place 1-2 ans après le début de l'activité. Et 10 ans après, il y a toujours le même contrat qui a été mis en place parce qu'on ne s'en préoccupe plus. Et je trouve que les besoins sont souvent vraiment en dessous du réel besoin qu'il peut y avoir en cas d'incapacité ou de décès. Oui. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. On voulait zoomer sur une seconde assurance qui est bien moins connue et qui est celle de l'assurance homme clé. Donc, l'assurance homme clé ne va pas dédommager
le chef d'entreprise et sa famille, mais elle va dédommager la société. Pourquoi elle a été mise en place? C'est parce qu'il y a 2 statistiques qui sont très importantes, qui sont que 15% des sociétés transmises suite au décès du dirigeant font faillite. Donc ça, c'est quand même très important. Et il y a même un tiers d'entre elles qui sont quand même contraintes de réduire leur activité ou de le cesser. Donc pour cela, il y a un intérêt donc, à s'assurer. Qu'est-ce que va permettre l'assurance? Ça va permettre de couvrir la part d'exploitation qui serait liée donc, à ce décès. Elle va également rembourser les échéances bancaires et elle peut également verser un capital qui est prédéterminé. Donc, la société va vouloir verser, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais 500 € par mois ou par an pour avoir un capital qui lui sera versé au décès de l'homme clé. Et donc, qui est l'homme clé? Donc, la réponse qui nous vient intuitivement, c'est le chef d'entreprise, mais ça peut être également tous les collaborateurs qui sont jugés indispensables. Par exemple, si vous avez un commercial qui est hyper performant, ça peut être un homme clé sur lequel on veut pouvoir être dédommagé s'il vient à décéder. Donc, j'espère avoir été clair sur cette assurance homme clé. Maintenant, on va zoomer sur le mandat à effet posthume. Donc, comme je l'ai dit, ça ressemble assez au mandat de protection future. Le mandat à effet posthume, il va permettre de désigner une personne qui gérera l'administration de mon patrimoine une fois que je serai décédé. Donc, pour pouvoir mettre en place ce type de mandat à effet posthume, il faut avoir un intérêt sérieux et légitime. Donc, qu'est-ce qu'un intérêt sérieux et légitime? C'est soit un patrimoine complexe, soit une société, soit avoir un enfant mineur et ou un héritier dépendant. Donc, on va pouvoir mettre en place ce type de mesures qui seront d'une durée de 2 ans et qui est prorogeable. Dans le cas où l'héritier est mineur ou dépendant, on va pouvoir avoir par exception 5 ans. Et donc ça se met en place en passant chez un notaire. Et on peut mettre en place une rémunération. Donc vous voyez, ça permet de désigner quelqu'un qui va permettre la gestion une fois que je serai décédé. Et donc pourquoi c'est intéressant dans le cadre du chef d'entreprise? Parce qu'on va pouvoir nommer et désigner la personne qui sera la plus capable de gérer une entreprise. Donc ce ne sera pas forcément quelqu'un de ma famille, ça pourrait être mon bras droit depuis 15 ans qui aura le rôle de jouer ma position dans la société. Donc, dans une entreprise individuelle, on va désigner une personne qui va gérer et qui pourra à la fois prendre les rôles d'associé, mais qui va également faire la direction de la société. Lorsqu'il y a une société avec plusieurs associés, la personne qui a le mandat à effet posthume, donc le mandat va prendre les prérogatives de l'associé, mais n'aura pas les prérogatives de la direction. Donc ça, il va vraiment falloir faire attention à aménager les statuts pour que la personne qui a ce mandat puisse prendre également la position de dirigeant, de directeur. Et il faut savoir que donc la personne qui a ce mandat n'est pas responsable des dettes, mais sa responsabilité peut être engagée s'il fait une faute de gestion qui est avérée. Effectivement, donc là, on arrive à la fin de la présentation. Déjà, je vous remercie pour votre attention. Donc déjà, juste pour reprendre ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est d'ores et déjà se poser, je dirais, les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, je reprends mon introduction, est-ce que déjà vous avez un patrimoine que vous souhaitez gérer et est-ce que vous avez des volontés précises, que ce soit sur votre cadre de vie ou sur votre patrimoine. Déjà, premier point. Deuxième point, on a des outils qui sont mis à votre disposition. Là, on vient d'en exposer et d'essayer de vous montrer la pratique de ce que nous pouvons faire, d'accord? Donc ça, nous, on a une maîtrise de ces sujets, que ce soit autant sur les mandats, que ce soit mandat de protection future, mandat à effet posthume ou encore la fiducie. On peut vous accompagner sur ces sujets-là. Et effectivement, je dirais le mot tout à l'heure qui a été pris par Aurélie, c'était d'anticiper. Effectivement, vous voyez bien que le fait d'anticiper va être le synonyme de liberté. Et culture patrimoine dans tout ça. Culture patrimoine, dans tout ça, nous, notre rôle, ce sera de vous accompagner dans la mise en place, déjà de sourcer le besoin, de délimiter le besoin et vous accompagner dans la mesure qui vous convient le mieux. Vous allez recevoir à 10h00 un mail qui permet,
un mail qui vous permet de donner votre feedback sur la présentation. Donc, on va vous laisser quelques minutes pour remplir ce mail où on vous demandera des questions telles que est-ce que vous recommanderez cet événement à un proche et est-ce que vous souhaitez être recontacté par Culture Patrimoine, auquel cas donner votre numéro de téléphone ou toute autre question. C'est assez rapide à faire, hein. C'est pour ça qu'on va vous laisser quelques minutes pour faire ça et c'est très important pour nous afin que l'on puisse continuer de s'améliorer. Oui, on va vous l'envoyer juste avant de passer aux questions-réponses. Et effectivement, pour reprendre ce que vient de dire Quentin, avec Culture Patrimoine, comment on a l'habitude de fonctionner, c'est d'échanger pendant, je dirais, une bonne heure sur votre situation et déterminer, je dirais, du coup, les axes à valeur ajoutée pour vous. Donc, ça peut être autant sur des sujets de dépendance, mais aussi sur des sujets de transmission ou de succession ou même patrimoine immobilier, patrimoine financier. Voilà, donc le premier rendez-vous, effectivement, il est sans engagement ni honoraire, d'accord. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête. Et effectivement, à l'issue de ce premier rendez-vous, ce qu'on observe, je dirais en pratique, c'est que souvent, on a quelques petites pépites qui peuvent ressortir, je dirais, rien qu'à ce premier rendez-vous. Et donc là, on a vraiment, je dirais, une expertise dans un premier temps sur ce premier rendez-vous d'ores et déjà. Donc voilà. Dans le feedback form que vous avez dû recevoir, il y a également est-ce que vous pouvez également renseigner votre volonté de recevoir ou non par email la présentation? Là, vous avez dû le recevoir, donc on va vous laisser 1 ou 2 minutes le temps de remplir ce questionnaire et ensuite nous passerons aux questions-réponses. Merci Quentin. J'espère que vous avez tous reçu l'email. Il est 10h02. On se laisse encore 30 secondes et puis après on passera aux questions-réponses. Vous pouvez dès à présent vous démuter si vous souhaitez reprendre la parole. Si vous voulez prendre la parole, vous démutez effectivement votre micro comme l'a dit Quentin, ou sinon vous pouvez nous reformuler la question là dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Je vous ai renvoyé dans le chat à tout le monde le lien du questionnaire pour donner votre feedback. Yes. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Il est 10h03, oui. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été relevées dans la dernière partie et qui pourraient être Je vais traitées déjà à l'oral? Ouais, je vais commencer déjà par les questions sur la première partie, qui était de dire finalement si je pense qu'il faut mettre mon parent en tutelle, d'accord? On a compris qu'il y avait un délai d'1 an à peu près. Qu'est-ce qui se passe dans ce délai d'1 an? Alors, 2 choses sont possibles dans ce délai d'1 an. Donc, on va reprendre le process dans sa globalité. Donc, vous constatez qu'il y a une perte d'autonomie chez votre parent et vous souhaitez le protéger. Donc, pour cela, la première étape, c'est donc aller voir un médecin
de la liste qui est agréée par le tribunal de proximité. Donc, vous allez voir ce médecin qui va faire ce bilan. Donc, ça coûte 160 €. Ensuite, avec ce certificat médical, vous allez remplir le questionnaire CERFA. Vous allez apporter, accompagné du certificat médical, au juge, au tribunal judiciaire ou au juge de proximité. Donc, lui, une fois qu'il a reçu ces documents, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 an pour examiner, pour, en fait, pendant 1 an, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser votre situation. Il va être sûr que le mécanisme qui va être mis en place, vu que ça va vous démunir de vos droits, il va être sûr que c'est bien quelque chose qui est adapté pour vous et que ça ne vous contraint pas, ou qu'il y a une raison, en tout cas, que ça vous contraigne. Et donc, pendant cette année-là, ce qui se fait en général, c'est qu'il met en place une sauvegarde de justice qui ne vous permettra pas de passer les actes à la place de votre parent, mais qui va pouvoir vous permettre, de corriger au cas où celui-ci fait des erreurs dans la gestion de son patrimoine, ou encore, si c'est préjudiciable pour lui, réduire ou annuler ses actes. Et s'il y a vraiment un acte qui est important pour vous qu'il soit passé dans cette année-là, où le juge prend sa décision, par exemple, vous avez la vente d'un immeuble, dans la sauvegarde de justice, on pourra mettre en place une clause qui vous permettra de passer cet acte de disposition précis, parce que le juge vous l'accorde. Donc, j'espère avoir été clair. Oui, très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais il y a peut-être un point qui est important et qui peut-être qui est un point important sur le côté, je dirais, médical. Effectivement, lorsque vous allez constater que l'un de vos parents est en perte d'autonomie, d'accord? Effectivement, je dirais la case à cocher pour le certificat médical, je dirais vraiment c'est le point fort un peu, je dirais émotionnel, parce qu'effectivement, il faut que ça soit médicalement constaté. Il faut que la personne qui est en perte d'autonomie, effectivement, accepte, je dirais, d'aller chez le médecin pour justement avoir ce certificat médical. Donc là, effectivement, si auquel cas elle ne souhaite pas, je dirais, aller chez le médecin, bah là, effectivement, je dirais, on est dans une situation, je dirais, un petit peu complexe. Ouais. Lorsque l'on dépose le CERFA, dans lequel on demande qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit mise en place pour protéger, on peut sélectionner quel est le niveau de tolérance de la personne que l'on souhaite mettre sous dépendance. Est-ce qu'elle en est informée et elle est d'accord? Est-ce qu'elle en est informée mais elle n'est pas d'accord? Ou est-ce qu'elle n'est juste pas informée? Et ça pourra au juge d'admettre. Si la personne en fait est contre cette mise en place d'une procédure de sauvegarde et de protection, c'est le juge qui va déterminer si c'est vraiment pour son bien et dans son besoin de mettre en place ce type de mesure. Donc, ce n'est pas parce que la personne n'est pas d'accord que ça pourra ne pas être mis en place. Ok, merci pour ces précisions. Sur les sujets d'optimisation, comme on a vu, mandat de protection future, fiducie, à partir de quel montant de patrimoine c'est intéressant de faire ces actions? Oui, très bonne question. Déjà, il n'y a pas besoin, je dirais, il n'y a pas de montant de patrimoine pour mettre en place un mandat de protection future, puisque comme vous l'avez vu, ça peut porter sur votre cadre de vie. D'accord? Donc déjà, là, première réponse sur le mandat de protection future. Et après, effectivement, la mise en fiducie va demander quand même un patrimoine, je dirais, ne serait-ce que par le montant ou par la gestion. Effectivement, il va falloir, c'est pas forcément un montant, mais c'est sur la gestion, effectivement, que ici, on pourra se poser l'intérêt de la fiducie. Et c'est là aussi où Culture Patrimoine pourra vous dire: «Bah non, il est préférable de faire, tel outil plutôt que tel autre outil». Il faut mettre les avantages et les inconvénients, effectivement, en balance. Pour donner un chiffre quand même, parce que le fiduciaire, ça va lui prendre du temps et c'est quand même un professionnel qui travaille sur des honoraires. On ne va pas pouvoir mettre en place des fiduciaires avec des honoraires de moins de 10 000 € par an, à peu près. Donc, il ne faut pas que ça coûte plus que ce que rapporte le bien, vu que cette tranquillité d'esprit, Monsieur Guillou est d'accord. Et donc,
il faut quand même qu'il y aura un patrimoine immobilier qui soit mis, qui dépasse le million d'euros de locatif, afin que ce ne soit pas trop pénalisant, parce que ça a un coût. En fait, mais ce coût, il faut le mettre en proportion avec le patrimoine qui est mis et la tranquillité d'esprit que ça apporte. Parce que ça va, effectivement, ça va baisser la rentabilité, mais si ça va permettre une gestion professionnelle qui n'est pas pesante psychologiquement, ça a quand même un intérêt. Ça a vraiment un intérêt. J'ai vu une question sur le chat. Ok, donc Stéphanie qui a répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez vous démuter si vous le souhaitez. Oui, je vois la question qui se pose, c'est effectivement, on a déjà un certificat, un certificat médical, enfin, je dirais les actions sont déjà prises auprès du médecin. Et finalement, ce que je comprends dans votre question, là, c'est monsieur Patrick. Donc, Patrick, vous nous dites effectivement qu'il n'y a aucune possibilité pour le moment d'agir en attendant le retour du tribunal, dans le cadre où, effectivement, si je comprends bien, le certificat médical a déjà été réalisé et que finalement, là, vous êtes en attente du retour du tribunal, si je comprends bien, hein, vous nous repréciserez la question. Mais effectivement, ça, c'est une bonne question et je dirais, c'est tout l'intérêt de mettre en place, je dirais, le mandat de protection future, justement, ou alors des procurations ou des procurations sur les comptes notamment. Mais effectivement, là, je dirais, on est déjà dans un état, je dirais, de dépendance et donc là, pour le moment, vous n'avez pas de possibilité, si ce n'est de faire un mandat de protection future. Mais après, ce mandat pourrait être mis en cause par le juge et pourrait être nul si demain, le juge accepte effectivement une mise sous tutelle ou une mise sous curatelle. Donc là, effectivement, vous n'avez pas trop de possibilité, si ce n'est d'utiliser le mandat de protection future en attendant, mais sous peine de nullité quand même. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il est 10h11. Est-ce que vous en avez d'autres ou pas? Sinon, on va pouvoir se laisser. Je me permets d'insister sur le contrat d'assurance vie parce que là, on parle de combien de patrimoine j'ai besoin pour mettre en place, par exemple, une fiducie ou des mandats effets posthumes ou mandats de protection future. Déjà, sur l'outil qui est l'assurance vie, il n'y a pas de petit ou gros montant. La clause bénéficiaire démembrée qu'on vous a exposée avec Quentin peut être mise sur n'importe quel contrat d'assurance vie. D'accord ? Et là, il y a un réel intérêt, comme vous l'avez vu, de se dégager de la liquidité pour le conjoint survivant et à terme de transmettre à ses enfants. Donc ça, d'ores et déjà, je dirais, vous pouvez le mettre en place et ça, on peut vous accompagner aussi ici pour mettre en place cette clause. Je vais reprendre le fonctionnement macro du contrat de fiducie, car ça m'est demandé dans le chat. Pas le contrat de fiducie, pardon, le mandat de protection future. En fait, on va le rédiger, le mettre en place et le déposer chez le notaire dès à présent, donc en tout cas avant la dépendance. Et celui-ci sera déclenché une fois que la dépendance sera médicalement constatée. Et donc, effectivement, il faut également repasser devant un juge. Et Camille, tu me coupes, mais il y a une durée qui est déterminée sur le mandat? Oui, c'est 5 ans. Et après, il peut être, c'est 5 ans le mandat de protection future. Renouvelable. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Philippe Cotier. Justement, c'est pour ça que je viens de poser la question, parce que dans une de vos planches, il y avait marqué que le mandat de protection future pouvait être mis en place après constat de l'état de dépendance. Et il se trouve que j'ai été voir à propos de ma mère il y a un peu plus d'1 an, qui a constaté les faiblesses, on va dire, intellectuelles de ma mère.
et a donc dit c'est pas possible de mettre en place un contrat de protection future parce que même s'il n'y avait pas de constat médical ni quoi que ce soit, elle constatait que si ma mère signait quoi que ce soit, elle n'était pas en état de comprendre ce qu'elle était en train de faire. D'où ma question, parce que ça signifie quand même que le contrat de protection future, il nécessite plus qu'un constat médical par un médecin. Alors oui, mais c'est un point très important, je vais repréciser. Merci, Monsieur Cotier, effectivement. Non, mais vous avez tout à fait raison. Quand la personne est, je dirais déjà, en perte d'autonomie ou a une altération physique ou intellectuelle, elle ne peut pas réaliser le mandat de protection future. Le mandat de protection future doit être réalisé par la personne lorsqu'elle est en pleine possession, effectivement, de ses facultés intellectuelles et physiques. Et effectivement, là, pour votre mère, effectivement, là, on sera d'ores et déjà dans la première partie de la présentation, c'est-à-dire sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale. Je pense que, par exemple, pour vous, l'habilitation familiale pourrait répondre, je dirais, aux besoins de, je dirais, de gestion du patrimoine ou de l'humain de votre mère. C'est-à-dire que la défaillance des facultés intellectuelles peut être constatée par un notaire et pas simplement par un médecin. Elle sera forcément constatée par un médecin, normalement. Et ensuite, c'est le juge qui tranche en fonction du besoin. Mais quand vous dites qu'elle peut signer que si elle est en pleine possession de ses moyens, ça se passe avant l'expertise médicale. Et c'est donc le notaire qui constate qu'elle n'est pas tout à fait en maîtrise de ses moyens. Excusez-moi de prendre du temps là-dessus, mais c'est le... Je vous en prie, c'est très important cette précision. Et effectivement, le notaire est je dirais, garant effectivement des actes qui passent, hein, d'accord. Et donc effectivement, le notaire, au-delà du certificat médical, peut s'opposer effectivement à la mise en place de telles mesures s'il constate lui-même pendant le rendez-vous que votre mère n'est pas en pleine possession, je dirais, de ses facultés. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Cotier. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on se laisse ici. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci pour toutes vos questions. Merci par avance pour les feedbacks, pour les retours que vous nous avez faits. Ça a été, je le redis, un plaisir et on a été ravis avec Quentin, Aurélie, Fanny et Nicolas je dirais, de répondre à vos questions. Et en tout cas, c'est avec plaisir que vous pouvez nous recontacter. On se tiendra à votre disposition. Ouais, merci beaucoup. Je rejoins Camille sur tout ce qu'elle a dit. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.